En tant que scientifique ou en tant que citoyenne qui a été fortement impliquée dans ce GIEC, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors d'abord, c'est la rigueur. Donc l'évaluation de l'état des connaissances de manière rigoureuse en faisant un état de l'art sur les publications scientifiques dans le monde entier avec des chercheurs du monde entier. C'est donc évaluer le degré de confiance de chaque conclusion, de l'exprimer clairement. Et ça, du coup, après, ça imprègne la façon dont on fait sa propre recherche. Ensuite, c'est le fait de travailler en transverse à différentes disciplines, avec tout un travail sur les termes, les glossaires, pour qu'on soit compris de manière précise. C'est le besoin de travailler comme scientifique du climat avec les scientifiques des autres disciplines, de sorte à faire en sorte qu'on fournisse à la société finalement un état des connaissances le plus robuste, le plus complet, le plus pertinent possible. Et donc toutes les initiatives, notamment à l'IPSL, de Centre Sciences-Société, s'appuient sur ce retour d'expérience. Ce que je peux également mentionner, c'est le fait de décliner quelque part une évaluation factuelle dans un autre contexte pour moi, qui est la participation au Haut Conseil pour le climat, où vis-à-vis de la France, tous les ans, on fait le point sur les impacts du changement climatique, mais aussi l'efficacité des actions mises en œuvre, qui montent en puissance, donc pour la réduction des émissions, pour l'adaptation. Et on fait donc ce suivi qui est différent et complémentaire, parce que là on regarde vraiment dans un contexte donné, pas des grandes régions, et ensuite on évalue les politiques publiques et on fait des recommandations, ce que le GIEC ne fait pas. Et donc pour moi c'était très complémentaire, et je pense qu'on a besoin de renforcer toutes ces interfaces entre les connaissances du monde académique, des acteurs de terrain et les besoins pour éclairer des politiques publiques face à ces enjeux. Ça a aussi pour moi fait approfondir ma réflexion éthique sur la manière dont on fait nos recherches, avec qui, de manière inclusive, pour qui, les plus vulnérables par exemple. Et du coup, je participe aussi à plusieurs comités d'éthique avec cette réflexion. D'accord, donc ça c'est dans le cadre de toujours d'experts et scientifiques. Est-ce que je peux te poser la question en termes de citoyenne? À titre personnel, eh bien, ça m'a fait prendre la mesure complète à la fois des risques, ça c'était même quand j'étais en thèse, dans les années 90, une sorte de vertige vis-à-vis de l'influence humaine sur le climat. Et puis depuis, qu'est-ce qu'on a vu? Les impacts qui étaient attendus pour le long terme, on vit avec, ils s'intensifient dans toutes les régions. Donc là c'est le signal, le rappel de la réalité de ce climat qui change, et des limites aussi des capacités d'adaptation d'aujourd'hui. Et on a aussi des connaissances beaucoup plus fines sur ce qui fonctionne, ce qu'on peut mettre en œuvre, comment on peut changer d'échelle. Et du coup, moi ça m'a donné envie de le faire dans ma vie personnelle, ça m'a donné aussi envie de le faire dans ma vie professionnelle, avec tout un collectif, notamment Labo 1.5 en France, un groupement de recherche, qui applique les méthodes scientifiques à la réflexion sur la décarbonation des pratiques de la recherche, mais aussi dans le cadre de Climaction au sein de l'IPSL, qui justement porte cette réflexion sur l'évolution de nos pratiques. Et tout ça, finalement, ça a aussi ouvert le cadre en termes d'interdisciplinarité par rapport à toutes ces connaissances. Quelque part, en fait, ça se traduit par produire des connaissances, partager des connaissances, mais aussi se vivre comme scientifique de ce domaine, comme ayant un engagement et contribuant aux transformations de société. Je crois que c'est surtout cette évolution-là qui est particulièrement notable. D'accord. Merci beaucoup Valérie. Merci. Pour ces retours d'expérience et bonne continuation. Merci. Au revoir.